Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre physiquement ou en ligne pour cet échange sur la planification de la transition énergétique et notamment sur ce lien indéfectible à construire, efficace entre les collectivités territoriales et l'État, et également le rôle que l'expertise, notamment portée par la CET, peut porter. Le déploiement de la transition énergétique, l'État, depuis longtemps, a compris que ça se ferait dans les territoires. Mais les territoires sont aussi les zones d'impulsion de cette transition énergétique, au-delà de juste des espaces de déploiement. Pour animer ce débat, je commence par me présenter, vous m'excuserez, Guillaume Hennet. Donc moi je suis spécialiste de l'autoconsommation collective et individuelle et des déploiements territoriaux de la transition énergétique. On a ce sujet aujourd'hui dans un moment un petit peu particulier, puisqu'on sait que la question de la PPE va arriver sur la table bientôt et que nos objectifs sont ambitieux. L'adoption de la PPE va bientôt arriver, que les objectifs sont ambitieux et qu'il va falloir un surplus de volontarisme pour y arriver. On sait que les collectivités territoriales ont pris, notamment les EPCI, des engagements dans le cadre de leur plan climat et énergie territoriaux, et nous arrivons proche de la fin de mandat pour des projets d'infrastructure, donc 2 ans c'est demain, et on a cet enjeu de pleine coordination pour arriver aux objectifs respectifs des uns et des autres. On a eu par le passé plusieurs initiatives, les contrats de transition énergétique dans cette logique de contractualisation, puis les contrats de relance et de transition énergétique, puisqu'il s'agissait notamment de mettre aussi la question des financements au cœur des échanges. On a récemment eu, par le biais du secrétariat général à la planification écologique, les COP régionales qui se sont déployées avec peut-être un autre périmètre, vous nous en direz un mot. Et puis, on est aussi dans un contexte, et là, c'est comme acteur du solaire, je m'en félicite, où les décrets d'application de l'article 40 de la loi APER viennent d'être adoptés. Et donc, on est dans les starting blocks pour couvrir toutes les surfaces anthropisées de parking. Donc, on est à ce moment un petit peu charnière pour les uns et pour les autres pour atteindre nos objectifs respectifs. Et pour échanger à ce propos, nous avons l'honneur d'accueillir Olga Givernet, donc ministre déléguée à l'énergie. Merci d'être ici. Je vous donne la parole dans un instant. Monsieur Richard Chamaret, maire donc de Méral, président de TE 53, Territoire d'énergie de Mayenne, avec nous, et qui est également le vice-président de la FNCCR, et Timothée Hubscher, qui est le directeur de Citadia, qui est donc du groupe 7 de la Caisse des dépôts, donc qui déploie son expertise pour accompagner les collectivités territoriales dans leur démarche de transition. Alors, premier tour de table rapide, je vous laisse dire un mot de présentation, et notamment peut-être pour vous, puisque tout le monde connaît le ministère, mais vous êtes maintenant rattaché de nouveau, je dirais, rattaché au ministère de l'Environnement. C'est un signal qui est vécu de manière très positive par les acteurs. Je vous laisse un petit mot d'introduction peut-être pour nous dire vos ambitions à court terme. Ouais, écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici, accueillie sur le stand du Lab Territoire Bas Carbone pour avoir ces discussions ensemble. Effectivement, donc le ministère de l'Énergie, je suis en charge de l'énergie, a été rattaché au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques auprès d'Agnès Pannier-Runacher. C'est un signal fort pour démontrer que la transition énergétique, elle n'est pas finie. Il faut pouvoir la poursuivre. Alors, si je veux me présenter aussi, moi je suis une femme ingénieure, femme de science, et c'est d'ailleurs une première partie de ma vie. Pendant 10 ans, j'ai exercé en tant qu'ingénieure. J'ai aussi été élue locale, commencé en 2014, conseillère municipale, conseillère communautaire. J'ai également œuvré sur les questions d'enjeux énergétiques, puis conseillère régionale, et depuis 2017, j'ai été élue députée, réélue en 2022 et en 2024. Voilà, on a eu quelques élections qui se sont suivies. C'est un engagement local que je n'oublie pas, évidemment, quand on est marqué de ces interactions avec ses concitoyens, de trouver des solutions au quotidien, eh bien, ça nous habite toujours. Et ces moments comme le Salon des maires aujourd'hui permet de recréer ces liens et de refaire du partage d'expériences. Les choses ont beaucoup changé ces dernières années. On est passé par plusieurs crises et je salue toujours l'engagement des élus dans ce sens. Vous l'avez compris, moi c'est l'énergie qui me passionne, elle m'anime au quotidien avec mes équipes et je suis très heureuse d'être à la tête de ce beau ministère. Nous avons beaucoup de choses à faire, continuer de construire cette grande nation de l'énergie qu'est la France, continuer de façonner, de dessiner les paysages de l'énergie dans nos territoires, puisque
avec l'implantation du nucléaire, mais aussi avec l'implantation des énergies renouvelables. C'est bien dans les territoires que se passe cette production. Il faut maîtriser cette production d'énergie bas carbone. Il faut également maîtriser notre consommation. On parlait tout à l'heure de sobriété énergétique, c'est important pour les collectivités. Ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça fait baisser la consommation et ça fait baisser aussi la facture, qui est très très importante. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui en termes de programmation, c'est bien pour avoir de l'énergie décarbonée, fiable et à bas coût pour les Français. C'est dans ce sens-là que nous avons lancé la programmation pluriannuelle de l'énergie et je crois qu'on va en parler dans notre discussion. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Chamaret, peut-être nous présenter votre commune, parce que c'est l'échelon de base et de la démocratie, mais également de ce salon, et nous parler de TE Mayenne, et puis peut-être des initiatives d'ailleurs sur le mix énergétique, parce qu'on ne parle pas qu'une seule source d'énergie, mais d'un mix. Alors, sur ma commune, je vais vous faire bref, parce que si je vous en parle, on sera encore là vendredi matin. C'est la passion. Non, donc c'est une toute petite commune rurale, perdue juste avant la Bretagne, mais on n'est pas en Bretagne, on est bien en Mayenne. On déploie la totalité du mix énergétique sur ma commune. On est l'exemple même de ce qu'il faut essayer de mettre en place un peu partout en France. J'ai impulsé, il y a passé 15 ans. N'empêche que ça fonctionne. Et donc ce qu'on a mis en place à la taille de ma commune, on l'a mis en place à la taille de l'intercommunalité, puis à la taille du SDE 53, de territoire d'énergie Mayenne. Et puis à la taille de la FNCCR, via le conseil d'orientation des SEM, parce que les SEM sont un outil que nous avons à l'intérieur aujourd'hui et qu'il faut absolument mettre plus en avant. On était ce matin avec France Renouvelable pour dire toute la volonté du partenariat entre les développeurs privés et les collectivités que l'on doit accélérer également. Ça paraît anodin comme sujet. Mais pendant des années, le monde du privé et le monde des collectivités sur la transition énergétique ne s'est pas du tout parlé. Et on se voyait plutôt comme des concurrents. Donc c'est une volonté de notre part de travailler ensemble, mais de travailler intelligemment. C'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, il faut absolument que la transition énergétique, elle ne soit pas mal vécue, et c'est ce qui a été le cas depuis quasiment 15 ans, par nos habitants. Moi, tous les matins, quand je me lève, je ne me dis pas, tiens, quelle commune dans mon département je vais aller embêter ce matin pour essayer de réaliser un projet de transition énergétique. Ça ne me vient pas l'idée. À l'inverse, je me dis, tiens, pour dans 15 ans, dans 25 ans, pour mes gosses, comment je vois le monde de demain? Je vous garantis, j'y passe des heures, du temps. Je suis arrivé sur la région parisienne, c'est bien la région parisienne, mais c'est pas facile de rouler. Je suis arrivé à 3h du matin, pour faire des choses comme ça, c'est que vous avez quand même envie. Et donc pour arriver à réaliser tous les projets que l'on fait en tant qu'acteur du territoire, acteur de terrain, c'est vraiment qu'on a envie. Quand vous passez du temps sur une réunion de concertation, un comité de projet, dans le cadre des zones d'accélération, qui, excusez-moi Madame la Ministre, n'ont pas toujours accéléré, parce que pour le moment, on va y revenir juste après. On ralentit un tout petit peu. Mais sur des comités de projet où vous y passez du temps jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, je vous garantis qu'il faut quand même être accroché. Et cette volonté-là, je ne connais pas un maire, quand il s'engage sur les énergies renouvelables, qui n'a pas vraiment farouchement envie d'y aller. Très sincèrement, et on peut être très pro-énergie renouvelable ou un petit peu moins, il n'y en a pas un qui n'a pas envie d'y aller. Après ça, la peur, c'est la peur des embêtements. Vous le disiez tout à l'heure, on est sur une fin de mandat. Aller expliquer, je le fais régulièrement, je l'ai encore fait juste avant d'arriver. C'est pour ça que j'étais un petit peu juste dans le timing. À un maire du département de la Mayenne qu'il va falloir qu'on regarde sur son projet d'éolien dans sa belle commune. Je vous garantis que quand vous arrivez en 2025 avec un renouvellement 2026, et même si lui ne souhaite pas forcément y retourner, pour les équipes qui vont arriver, c'est quand même pas simple. Et dans ce cadre-là, hormis la volonté d'aller faire des comptes d'apothicaire pour savoir combien on va produire sur un territoire, il doit aussi, et c'est ce qu'on a vu depuis 2 ans, au-delà des zones d'accélération ou du peu d'accélération qu'on a pu avoir, la volonté de l'État d'accélérer sur les énergies renouvelables. Ce que l'on a vu en accélération, c'est la volonté de l'État d'accélérer.
Parfait, ça fera la transition avec notre seconde séquence. Mais avant ça, Monsieur Hubscher, peut-être nous présenter Citadia et le CET, et comment est-ce que vous positionnez sur ces accélérations de transition? Oui, ben on accompagne, on est cabinet de conseil, donc on accompagne les territoires, collectivités de toute taille dans leur stratégie territoriale, dans leur stratégie de planification, à la fois sur les sujets d'aménagement du territoire urbain et à la fois sur des sujets de transition énergétique et écologique. Et on a beaucoup accompagné d'ailleurs à ce titre les territoires sur la définition des ZA-ENR, donc ces zones d'accélération des ENR, dans lesquelles on est dans la navette pour savoir comment va falloir reprendre la copie pour atteindre les objectifs. Et donc on a beaucoup accompagné ce dispositif. On accompagne également les collectivités dans leur stratégie d'adaptation et de résilience face au dérèglement climatique. Merci beaucoup. Monsieur Chamaret, je me tourne vers vous pour parler du constat, alors que ce soit sur les zones d'accélération ou même de manière plus générale, puisque ça fait des années que vous êtes engagé sur cette question-là. Vous avez évoqué les problématiques d'acceptabilité, puisque souvent, notamment les communes rurales se retrouvent avec les infrastructures de la transition énergétique, mais ne bénéficient pas de l'énergie qui est produite. Donc je sais que vous travaillez sur les questions de circuits courts et d'autonomie. Les questions de complexité administrative aussi, on vient de loin, on a avancé. Quel est votre sentiment sur ça? La question du financement, vous, que ce soit à partir des SEM ou à partir de la collectivité, comment est-ce que vous vous en sortez? Et également, en conclusion de cette petite séquence, peut-être nous dire comment est-ce que vous vivez le rapport de coopération avec l'État et les services de l'État déconcentrés sur ces questions-là. Waouh. C'est quand même... Et en 4 minutes. D'accord. D'une façon générale, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. Je ne le dis pas parce que vous êtes là, Madame la Ministre, mais dans la relation que nous, on a, SDE ou collectivité, généralement, dans la volonté d'aller faire d'un projet d'énergie renouvelable, ça va quand même mieux. On se parle et on sent, en tous les cas, pour ce que moi j'ai en retour de mes collègues, un regard des préfets qui est plus volontaire que ce qu'on voyait il y a quelques années. Il y a quelques années, quand vous arriviez avec un projet de méthanisation, qui fait toujours un peu peur, hein, j'ai l'impression qu'on arrive avec une centrale nucléaire sur un territoire, quand on parle de méthanisation, ce n'est pas le cas. Et quand on parle de méthanisation agricole, encore en plus, alors là, on voit déjà les manifestations et tout ce qui peut en découler. Et bien aujourd'hui, on a un vrai accompagnement des services de l'État et un regard bienveillant, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques temps. Et quand je dis des services de l'État, c'est réellement des services de la DDT, des DCSPP, et ainsi de suite. Donc ce regard-là, il est très positif. Sur par contre, l'idée descendante, en se disant que pour faire les calculs d'apothicaire de la PPE, on doit regarder sur des zones d'accélération qui ont été quelquefois tracées par mes collègues un peu au stabilo sur la demande très rapide des services de l'État en disant si mais t'en fais pas, fais comme ça a été dit dans les services de l'État, des patatoïdes. Si, je l'ai trouvé dans une note de service, mine de rien. Et quand vous faites des patatoïdes, et vous inquiétez pas, il faut absolument les remplir, ça ne sert absolument à rien. Je vous le dis, hein, alors, au titre de vous décevoir, Madame la Ministre, ça ne sert à rien. De regarder par contre des projets en allant dans la dentelle via les syndicats d'énergie, voire via des responsables, des ingénieurs sur le monde de l'énergie dans nos EPCI ou dans nos syndicats d'énergie ou dans nos SEM, et on allant regarder vraiment en tricotant bien, on va voir jusqu'au projet, le territoire, à quel endroit, à celui-là, on sait que sur cet EPCI-là, il va y avoir tout d'un coup peut-être 2 projets de méthanisation. Un projet photovoltaïque un petit peu important, voire un projet innovant d'hydrogène. Et que là, il faut absolument qu'on ait ce regard-là, d'un point de vue service de l'État, parce que si on n'est pas là pour bien le regarder, il peut y avoir un sujet retard et qu'on va perdre du temps sur ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on n'est pas encore très bien calé là-dessus. C'est-à-dire qu'on réagit encore, à mon avis, hein, excusez-moi du terme, moi je suis quelqu'un de très terrain, avec le monde d'avant, mais en essayant d'imaginer le monde d'après. Il faut absolument que l'organisation des services de l'État, elle soit de temps en temps plus adaptée ou à l'organisation d'un projet territorial tel qu'il doit être.
La vision, c'est il y a un projet, comment on se met à sa disposition pour l'aider. Et ce n'est pas le projet qui doit s'orienter en fonction des services de l'État pour se dire bah tiens, je vais y arriver parce que je dois répondre aux services de l'État dans tel document. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à finir un projet. Voilà. Après ça, sur l'utilisation de l'énergie, c'était un sujet qu'on avait ce matin sur le stand où vous avez très sympathiquement fait l'honneur de venir nous voir sur le stand de la FNCCR. On a discuté dans le cadre du Conseil d'orientation des SEM avec France Renouvelable, donc les entreprises du monde de l'énergie renouvelable, avec ce regard où il va falloir absolument que les développeurs prennent en compte que c'est très sympathique d'aller faire un projet éolien de 4 éoliennes sur telle commune et que ça va donner de l'IFER à la commune, mais il n'y a pas que ça. Les habitants n'attendent pas que ça. Il faut un projet de territoire. Est-ce que l'énergie qui va être fabriquée par ces 4 éoliennes va pouvoir bénéficier à la commune, à l'entreprise qui est dans le territoire, peut-être à notre école, à la cantine, et ainsi de suite, vous voyez. Alors, je le raconte toujours à mes vice-présidents, mais il y a une histoire à raconter dans nos territoires. Pourquoi le matin on se lève et qu'on veut se battre pour aller faire un projet d'éolien? Il y a des gens qui sont bêtement fous pour faire ça. Eh bien, c'est quoi l'histoire du territoire? Pourquoi on se bat là-dessus? Et ça, il faut absolument qu'on le raconte et qu'on le raconte à nos administrés pour qu'ils fassent partie de l'histoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon, vous êtes interpellé, alors de manière fort républicaine, hein, mais vous êtes interpellé. Quel est, vous, votre diagnostic un petit peu sur l'état des lieux, à la fois du déploiement, de la transition énergétique, mais aussi de la relation avec les collectivités territoriales et comment est-ce que... Parce qu'il y a des récriminations que certaines ne concernent pas que l'énergie, hein, mais il y a aussi à stimuler les collectivités territoriales et c'est le rôle de l'État de faire ça. Vous savez, comme je le dis, je suis ministre de l'énergie, mais j'ai été aussi élu local. Donc les discussions à ce niveau-là, on en a eu et je remercie monsieur le maire de partager son expérience. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a eu cette loi APER, donc les parlementaires ont voulu donner la main aux élus locaux, justement, pour pouvoir développer des énergies renouvelables dans les communes. Vous le disiez, avant, il y avait des initiatives, elles étaient spontanées. Du coup, elles ne retrouvaient pas auprès des services de l'État vraiment une compréhension. Et je pense que d'avoir mis tout ça dans un cadre législatif puis réglementaire a permis de mettre tout le monde dans la même direction et de faire passer les bons messages aux services de l'État qui doivent aussi accompagner. Ça permet donc de développer les énergies renouvelables. Ça permet de flécher les zones. Et donc, pour les communes et les élus qui ne s'étaient pas posé la question, eh bien de se dire, bah oui, tiens, peut-être que moi aussi, mon territoire a des atouts et je peux y contribuer. Il y a des projets d'agriculteurs qui veulent faire des méthaniseurs ou de l'agrivoltaïsme. Il peut y avoir également des toitures de nos bâtiments qui sont utilisables. Donc simplement de se poser la question tout d'un coup et de se dire tiens, j'ai un relais. Alors en plus, on a fait ça de manière moderne, on a fait une plateforme, c'est le CEREMA qui s'en est occupé et qui permet justement de faire ces patatoïdes et en moi de dessiner et de signaler les intentions locales pour des opérateurs qui pourraient se dire tiens, moi je pense qu'ici il y a suffisamment de soleil, il y a suffisamment de vent, tiens je vois des communes qui seraient intéressées potentiellement de pouvoir accueillir et je pense que ça met aussi en relation lorsqu'on utilise le numérique pour créer ces liens et ces intentions. On dit souvent que les maires sont à portée de baffe, mais je crois qu'ils sont à portée de rêve aussi et des habitants qui ont des envies, et bien souvent ça crée des attentes et là aussi on doit pouvoir répondre à ces envies qui sont parfois pas si faciles que ça à répondre non plus. Simplement pour dire que l'État, donc le cabinet du ministère, la DGEC, le CEREMA sont là pour accompagner ces initiatives. C'est une vraie réussite. Je donne quelques points de bilan. 10 000 communes ont déjà répondu en ligne sur ces zones, sur le portail cartographique. C'est 630 000 zones d'accélération. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois que ces zones sont prises en compte, il y a des simplifications. Donc la volonté de l'État de pouvoir apporter des réponses au plus vite, elle est là. C'est 376 000 concernent des projets de photovoltaïque, c'est le principal. 5 000 zones ont été identifiées sur l'éolien. Donc quand il y en a qui disent qu'on ne veut plus d'éolien, c'est pas vrai. Il y a des élus, il y a des maires qui sont prêts à porter le combat de l'éolien et c'est très bien. Et 3 300 sur l'hydroélectricité. Tout ça, ça permet en fait de pouvoir identifier ces besoins. Ça n'empêche pas les autres projets. Si il y a des projets très spécifiques qui se font, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils peuvent aussi bénéficier
bénéficier de la simplification qui est apportée. Mais ça permet en tout cas de mettre à contribution les territoires, parce que je crois qu'aujourd'hui, les territoires sont ceux qui vont porter les projets de l'énergie. Avant, c'était très centralisé. On avait des grosses structures, notamment de centrales nucléaires ou des gros barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, on est plus sur un déploiement. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier et on s'appuie sur différents points. Simplement pour dire qu'en fait, à l'issue de cette cartographie, nous avons 7 comités régionaux de l'énergie, les CREU, qu'on appelle les CREU, qui ont déjà émis un premier avis. Donc on attend les autres régions qu'elles puissent se positionner, dire que ces zones d'accélération sont bien en accord avec les schémas qui sont proposés, les SRADET, c'est les acronymes que nous connaissons, et qu'à l'horizon 2030, eh bien, nous pouvons avancer sur ces sujets et surtout assurer le raccordement. Merci beaucoup. Et je rappelle aussi un rôle essentiel de l'État dans la résilience du réseau, qui est un service public essentiel, et on ne peut pas articuler les différentes échelles de mix énergétique sans un réseau de qualité. Je sais que vous étiez en déplacement récemment et que vous nous avez assuré qu'on passera l'hiver sans problème, et c'est aussi grâce à la qualité de notre réseau. Je me tourne vers vous, Monsieur Hubscher. On sait que 93% des EPCI ont un vice-président ou une vice-présidente chargée de la transition énergétique, mais il n'y en a que 50% qui ont une direction ou un service qui vient avec. Alors vous, au niveau de l'expertise que vous accompagnez, comment est-ce que vous avez ressenti, en termes d'état des lieux encore, la manière qu'ont les collectivités de se réapproprier ces projets, puisqu'on parle de projets de simplification, mais c'est pas forcément simple de se réapproprier la simplification. Je pense que ce qui a été, ce que vous avez dit sur le fait que c'est pas juste répondre à une problématique énergie, c'est faire un projet de territoire. En fait, à chaque problème, on crée un nouveau document de planification ou un nouvel outil. Vous l'avez dit en introduction, on a eu les CRTE, on a les SCOT, on a les SRADET, on a les PLU. Tout ça traite du même sujet et puis traite du territoire. Et donc, il faut travailler sur ces sujets-là. Et à chaque fois qu'on a une problématique ou une focale, on recrée un nouvel outil. Or, c'est du projet, les choses sont interconnectées. Si on prend l'exemple des PCAET, pas mal de PCAET ont prévu un certain nombre d'actions qui nous permettent de tenir les objectifs. Or, on voit quand on fait les bilans qu'on a du mal à les mettre en opérationnalité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déconnectés des SCOT, ils sont déconnectés des PLU. Alors depuis, on a créé les SCOT AEC, mais sur lequel il y en a finalement peu qui se développent. Et les enjeux, ils ne sont pas thématiques par thématique. Ils sont systémiques, ils doivent être portés par un projet de territoire, et ça, je le rejoins. Ce qui, moi, m'a intéressé dans la démarche, et on va voir comment elle aboutit, dans la démarche, notamment avec les zones d'accélération des ENR, c'est qu'au lieu d'arriver, comme c'est souvent le cas, en top-down, on s'est dit, allez, faisons travailler les communes, et c'est vrai que c'est un changement. Si je cite le ZAN, c'est complètement l'inverse et on voit que ça brusque. Donc, sur ce sujet-là, on a dit aux communes, travaillez. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'ingénierie, qui n'ont plus d'ingénierie, puisqu'ils l'ont passé aux intercos. Donc, on a vu des endroits, nous, on a accompagné des intercos pour accompagner les communes, on a accompagné des départements qui se sont saisis du sujet en disant, il faut qu'on aide nos communes, parce que sinon, et même une région. Donc, on voit qu'en fonction des territoires, il y a eu un appui d'ingénierie qui s'est mis en place parce que beaucoup de communes, elles se sont retrouvées avec ça sans méthodologie. Et vous avez dit, il y en a qui ont peut-être juste fait des patatoïdes. Nous, on a monté une méthodologie pour essayer de construire les choses. Et d'ailleurs, pour les creux, ça va être difficile parce que chacun ayant eu sa méthodologie, à la fin, si on n'atteint pas les objectifs, la revue de la copie ne sera pas simple. Mais en tout cas, dans la démarche est intéressante parce que c'est un changement de dire aux élus, saisissez-vous de votre territoire. De toute manière, il va falloir faire de l'énergie. Je vous rejoins, il faut que cette énergie et que ces projets servent le projet de territoire et donc reposer la question du projet de territoire. Et moi, au-delà de ça, ensuite, c'est quelle articulation de ces zones d'accélération avec les documents d'urbanisme. Simplifions un peu tous ces éléments de planification qui s'entassent les uns au-dessus des autres, qui ne se regardent bien souvent pas. Alors on a des rapports de compatibilité, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas articulées. Et c'est également un problème dans la mise en œuvre des projets. Voilà, mais je retiens quand même à la fois la démarche et à la fois de se dire, et nous on a fait travailler les territoires comme ça, de se dire on ne répond pas juste, l'objectif c'est pas de dessiner des hectares. Ça, on s'en moque. L'objectif, c'est
quel projet vous voulez porter et comment le sujet de l'énergie prend place dans ce projet-là. Merci. Madame la ministre, sur le futur, l'avenir à la fois à court et moyen terme, on est tous un petit peu anxieux d'une situation budgétaire qui rendrait la transition écologique plus difficile, puisqu'on sait qu'il s'agit de substituer à des dépenses courantes des investissements. Mais on sait que le déploiement des ENR, le déploiement de la transition énergétique est maintenu, notamment dans cette logique collaborative avec les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre feuille de route dans les prochains mois, années, on verra? Alors tout à fait, vous avez raison, la question de la planification, c'est qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va implanter des nouveaux moyens de production, et après c'est comment est-ce qu'on va les financer. Et là c'est un point qui est important, c'est pour ça qu'il y a des appels à projets. Lorsque nous faisons cette planification, par exemple, nous avons annoncé la programmation de l'éolien en mer, qui a permis sur toutes les façades maritimes en France d'identifier par patatoïde où est-ce qu'on pouvait implanter des éoliennes soit flottantes ou soit des éoliennes posées. Et une fois qu'en fait il y a eu cette concertation, ça se fait toujours en grande concertation avec les élus, évidemment la population, au travers des conseils nationaux du débat public, eh bien il y a cette identification et ensuite on lance ces appels à projets pour pouvoir ensuite identifier des porteurs de projets qui revendront leur énergie à un tarif qui sera négocié. Donc tout ça rentre dans un plan sur la question des éoliennes notamment, les photovoltaïques. Nous avons également fait des lauréats qui ont répondu à des appels à projets qui ont permis en fait d'annoncer un certain nombre de mégawatts de production et à un certain prix. Donc c'est comme ça que ça se passe sur les énergies renouvelables. Sur le nucléaire, c'est un petit peu différent. On a des structures qui sont quand même beaucoup plus grosses, c'est en milliards d'euros, mais nous sommes en train de travailler avec EDF pour savoir comment les nouveaux réacteurs EPR2, les 6 premiers qui ont été annoncés, vont être financés. On est sur, je vous disais, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Comment est-ce qu'il peut y avoir une participation notamment des entreprises électro-intensives dans ces investissements? Et ça, c'est de la planification et du financement plus à long terme. Nous travaillons avec les services du budget évidemment en discussion. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire nous sommes capables de produire de l'énergie décarbonée. Ensuite, il faut pouvoir la consommer, parce que c'est le problème aussi. Si on fait de l'énergie pour l'exporter comme nous faisons aujourd'hui, c'est bien. Les autres pays qui, eux, ont de l'énergie carbonée profitent de notre énergie décarbonée, mais on a aussi besoin de décarboner. Simplement pour vous dire, 2022, on a 40% d'énergie décarbonée qui est consommée en France. Ça veut dire qu'on a quand même encore 60% d'énergie carbonée, du fossile que nous importons, des carburants. Et donc, si ce qu'on appelle les off-takers, c'est-à-dire le transport, l'industrie, le logement, les bâtiments tertiaires eux-mêmes ne font pas leur transition vers notamment de l'électricité ou de la chaleur renouvelable, eh bien on aura beau à faire de l'offre, la demande ne sera pas là. Donc moi, mes enjeux sont là. Lorsque les collectivités sont là pour produire, il faut également qu'elles soient là pour consommer cette énergie décarbonée. C'est très très important. Merci. Il nous reste 2 minutes, c'est l'exercice. Peut-être je vais vous laisser réagir et me dire, parce qu'au milieu de ce millefeuille de problématiques, il y a probablement certains éléments qui, de votre point de vue, sont majeurs. Dans les 2 prochaines années, quelle serait votre attente ou quel est le frein principal à lever? Alors, sur un département comme la Mayenne, nous, le nucléaire, on n'est pas... Non, puis on n'est pas chaud. Je vous le dis tout de suite, c'est pas... Voilà. Il y avait tout un projet de stockage de nucléaire, ça a été une razzia. Ça sera pas chez nous. Ça, c'est fait. Par contre, sur les attentes, on a déjà fait, nous, notre loi de programmation chez nous, même si la Mayenne, elle n'est pas fermée, mais on est chez nous. En le regardant, notre objectif, c'est 1er janvier 2029, 50% d'énergie consommée en Mayenne sera produite à partir d'énergie renouvelable sur le département. On est déjà à 35% et on sait que c'est possible. Vous voyez, c'est très simple. Et on a déjà établi les choses en le regardant par projet, ombrière, la cantine, le périscolaire, l'école, en parlant que des projets de collectivité, les industriels, toutes les zones d'activité de nos collectivités, de nos EPCI,
Le regarder bien évidemment avec les particuliers, parce que ça entraîne. Quand vous voyez la commune, quand vous voyez des ombrières sur un parking, vous dites bah, tiens c'est marrant, c'est possible. Oui. Et sinon on ne montre pas l'exemple, ça ne se fait pas. Et après ça, on le regarde aussi avec les différents développeurs. Et après ça, le sujet est sur l'objectif que l'on se fixe ensemble avec les services de l'État, même s'il n'est pas exactement le même qu'au niveau national. J'ai tendance à vous dire qu'est-ce que ça peut faire. Si l'objectif que nous on a en Mayenne, c'est d'aller faire 50% d'énergie renouvelable, on se fixe l'objectif, et l'objectif, peu importe comment, pas comment on l'atteint, pas de toutes les façons, on va pas raser des forêts pour poser du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est pas du tout ça le sujet. Mais à un moment, est-ce que de s'intéresser à un tout petit problème de biodiversité parce qu'il y a un opposant qui était là et qui a décrié le sujet, et qu'en fait on se rend compte que c'était juste pour un problème très personnel parce qu'il a peur que sa maison perde de la valeur, ce qui n'est jamais le cas dans le projet d'énergie renouvelable. Quel est le sujet? Est-ce que les services de l'État doivent écouter une seule personne ou doivent entendre un projet collectif et qui va pour le mieux disant de tout le monde? Et à chaque fois, les sujets, quand ils se sont ralentis sur les projets d'énergie renouvelable, c'est lié à ça. Et donc, pour répondre à votre question, en 2 minutes, je sais, j'ai déjà bouffé, c'est vraiment la volonté de se fixer l'objectif et on y répond ensemble, et pas nous d'un côté et l'État de l'autre. Je vais vous laisser le dernier mot, Madame la Ministre. Quand est-ce qu'on peut attendre la PPE pour voir justement quels sont nos objectifs collectifs? Alors sachez que nous venons de lancer la consultation grand public pour la PPE. Vous pouvez aller en ligne et chacun peut regarder ses objectifs, faire des commentaires. C'est jusqu'au 15 décembre. Ensuite, il faudra compiler et analyser. Et j'espère que fin du premier trimestre 2025, nous pourrons annoncer cette nouvelle programmation pour 10 ans. Merci à vous 3 et merci à tous pour votre attention. Au revoir.